Depuis pratiquement 10 ans, la Côte d'Ivoire connaît un boom immobilier sans précédent. Les tours de bureaux, les résidences fermées et les villes poussent comme des champignons, transformant ainsi le paysage urbain à une vitesse vertigineuse. Mais derrière cette effervescence de construction, une question cruciale se pose. Les Ivoiriens moyens peuvent-ils encore se permettre d'accéder à une propriété? La forte hausse des prix de terrain et la récente augmentation des taux d'intérêt rendent l'accès au logement de plus en plus difficile. Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'experts. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un expert de l'immobilier, Monsieur Oussou Konan Charles, chef d'entreprise. Monsieur Oussou Konan Charles, bonjour. Bonjour, Et madame. bienvenue sur notre plateau Merci. de Parole d'experts. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons échanger sur le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire qui est actuellement en plein essor. Donc aujourd'hui, notre thème va se tourner autour du boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire, flambée des prix du foncier et hausse du taux d'intérêt, un double frein pour les particuliers. Je rappelle que vous êtes directeur de Afrique Cosinus Consulting. Vous êtes expert en conseil, en orientation immobilier. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur. D'accord. Et donc, je suis ingénieur doctorat en génie civil. Je suis aussi expert, ingénieur conseil, membre de l'Ordre des experts de Côte d'Ivoire. Et aussi, je fais partie de l'Ordre mondial des experts internationaux, dénommé l'OMEI. Donc, avec ces deux ou trois casquettes, ça m'a permis quand même de consulter, de conseiller certaines entreprises, mais aussi de certains individus, aussi des personnes qui veulent bâtir, qui sont en train de construire leurs propriétés. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons aussi bénéficier de votre expertise au cours de cette émission. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est le regard que vous avez sur aujourd'hui l'immobilier en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, comme vous l'avez constaté, c'est vraiment un boom. Mais cette construction ne respecte pas de façon appropriée ce qui a été construit par l'État de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, après l'indépendance de 1960, le premier président Houphouët-Boigny avait initié deux structures de l'État, Sikoji et Sogefia, qui étaient habilités à construire. Et en son temps, dans les années 70, la population abidjanaise n'était pas aussi nombreuse que ça. Donc ces deux structures de l'État ont quand même su héberger les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand vous partez à Yopougon, vous partez dans les quartiers comme Koumassi, vous voyez Sikoji ou bien Sogefia. Et les coûts n'étaient pas élevés. Voilà, et par des pièces, les gens peuvent payer 300 000 francs et y habiter avec leurs familles. Et même dans les villes comme Gagnoa, San Pedro, l'État de Côte d'Ivoire a dû construire même des maisons là-bas aussi pour loger les Ivoiriens. À partir de, c'était dans les années 90, je crois, il y a eu la crise économique. Donc le premier président n'avait plus les moyens de subventionner les deux structures. Ils ont commencé à ralentir et à ne plus construire. Ainsi, l'apparition du président Bédié, qui lui a plutôt aidé des structures privées dont l'État a des actions, notamment Batim. Et si aujourd'hui vous êtes à Abidjan, vous connaissez qu'on parle des Star 1, Star 2, Star jusqu'à Star 9, c'est Batim qui a fait ces constructions. Où on parle de tranches engrais, première tranche, deuxième tranche, huitième tranche, ça aussi c'est Batim. En tout cas, Batim est en train de construire. Lorsque vous êtes en groupe Pétro-Ivoire, la voie qui va à Victor Lebag, l'école Victor Lebag, il y a des grandes constructions qui sont là. C'était le ciel de Batim qui a été vendu à Adoua, qui est en train de faire cette promotion. Donc, du coup, Batim a vraiment tiré son épingle du jeu. Aujourd'hui, la population a augmenté. Batim
avec le départ du président Bédié, il n'a plus eu la subvention de l'État, Batim a raccroché. Et ça fait appel maintenant à des promoteurs physiques et aux promoteurs privés, dont chacun vient. Non seulement des promoteurs ivoiriens, mais aussi des promoteurs internationaux qui viennent comme Adoua, qui viennent pour construire. Donc du coup, la terre appartenant à l'État, autant de Batim et de Sikoji et de Sojefia, l'État donnait la terre. Et maintenant, ces promoteurs étaient habilités à construire. Donc c'est comme une partie de leurs dépenses, de leurs finances a été amortie. Ça permet à la population d'avoir des accès, des maisons en moindre coût. Aujourd'hui, les promoteurs qui sont là vont d'abord eux-mêmes aller négocier, acquérir, en payant les droits coutumiers des populations. Ils vont venir encore initier un projet immobilier, ils vont investir de l'argent pour pouvoir bâtir. Et en faisant ainsi, quand on impute ce prix, toutes ces dépenses-là, au prix du mètre carré, le prix du mètre carré devient conséquent. Quand on veut construire aussi des logements pour la population en grand nombre, qui est la population sociale, qu'on appelle les logements sociaux, et les logements sociaux normaux sont comprises entre 1 million à 15 millions, pour que au moins les citoyens lambda puissent en acquérir. Là aussi, c'est qu'après avoir construit, on a besoin des réseaux primaires, qui est censé être fait par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les voies d'accès, l'eau, l'apport d'eau, ou bien les châteaux, ou bien même l'énergie. Donc, quand on construit ces maisons, les populations ne peuvent pas y être sans que ces commodités ne soient là. Donc voilà pourquoi je disais que c'est effectivement il y a un boom, mais dans la faisabilité, on a besoin de mettre de l'ordre. Et voilà d'où aussi la raison fondamentale pourquoi les prix sont élevés. Parce qu'une personne qui vient pour faire un investissement, c'est pour avoir un intérêt à la fin. Et il a investi 100 millions, à la fin, il va falloir avoir ces 100 millions plus son bénéfice. Donc du coup, le produit final est vraiment inaccessible aux sociaux. D'accord, le constat est clair. Selon ce que vous dites, il y a des années en arrière, plusieurs années en arrière, le logement était beaucoup plus accessible à cause du coût. Et cela était aussi accessible parce que l'État s'était vraiment investi dans ce sens. Est-ce à dire aujourd'hui que cette flambée de prix est du fait que aujourd'hui l'État a libéralisé le secteur? Oui, on peut dire en partie oui. En partie oui, mais je crois que tout récemment, le président Alassane a pris des dispositions en transformant la Sikoji en ANA pour le rendre plus opérationnel, afin de pouvoir construire des maisons comme initialement prévu au temps de Fauboyens. Voilà, donc vous voyez, ANA a initié certains projets. Mais le problème, c'est que la demande étant forte, ANA va à son rythme, ne peut pas loger tout le monde. Il ne peut pas loger tout le monde. Donc, il faille que l'État encore mette des financements ou bien prendre d'autres dispositions pour pouvoir permettre à ANA d'avoir facilement les terrains. Mais par contre, Abidjan, qui comporte plus de 5 à 6 millions de population, dont en moyenne 90% de ces 6 millions n'ont pas eux-mêmes leur propre maison, donc il faut loger. Mais la population qui a les droits coutumiers devient de plus en plus, je vais dire, chère à pouvoir purger leurs droits coutumiers. Puisque dans la Constitution, dans le Code, la terre appartenait à l'État. Mais l'État veut céder d'abord à ceux qui ont fait leur culture, là, c'est pourquoi on parle de droits coutumiers. Donc, ils sont prioritaires dans la cession. Donc, quand vous venez, que vous voulez de la parcelle, ça aide d'abord que vous demandez de vous céder ce droit-là qui sera finalisé par une attestation qui atteste qu'ils vous ont cédé les droits coutumiers. C'est à partir de ce premier document, vous êtes Baoulé, vous êtes Oulango, vous êtes Sénifo, donc vous êtes venu acquérir ce droit coutumier-là pour pouvoir permettre de pouvoir poursuivre les papiers et à demander à l'État maintenant, comme à céder un droit coutumier, je vous demande de me céder à vous. Mais ce droit coutumier qui ne coûtait pas grand-chose, autant de 70, 1980, aujourd'hui, là, ça devient cher. Donc, non seulement pour acquérir le terrain, c'est difficile. Pour quelqu'un, un individu qui veut lui se construire. Et maintenant, quand il s'agit des promoteurs immobiliers aussi, ça devient cher.
parce qu'ils incluent encore, et pour tout, le prix, les risques. En incluant tout, ça devient élevé. Parce que, pour ne rien vous cacher, il y a aussi des risques dans l'acquisition de la parcelle. Donc, l'État qui a sa structure, qui est ANA, si l'État peut créer 2 ou 3 autres sociétés, comme ANA, qui est comme avant Sikoji et Sozufia, ils vont permettre de pouvoir avoir les terrains, parce que l'État va travailler en amont, en essayant d'aider la population, de mettre à la disposition des ANA, avec des droits coutumiers, que l'État peut purger facilement. Ça va permettre à ces sociétés d'État de pouvoir construire pour les logements sociaux. Maintenant, sur les sociétés privées ou même externes qui sont arrivées, et ils peuvent se cantonner sur ceux qui ont eu un peu de moyens, comme les standing, les hauts standing, les très hauts standing, parce que eux, ils ont les moyens, donc ils sont prêts à acheter. Et c'est l'une des solutions que j'ai proposées. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles seraient selon vous les difficultés de cette flambée et quelles seraient également les conséquences sur la population et même sur toute la Côte d'Ivoire, vu que la population aujourd'hui en termes économiques est de classe moyenne? La conséquence, c'est que la bourgeoisie va s'en acquérir parce que quand vous ne pouvez pas acheter une maison, on dit logements sociaux, mais on commence à partir de 25 millions. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, si vous avez un salaire de 250 000, combien vous allez épargner pour avoir 25 millions alors que c'est un logement social? Donc, la conséquence, la première, c'est que c'est la classe bourgeoise qui va s'en occuper et les cas sociaux vont se retrouver dans les périphéries d'Abidjan comme Bonois, comme à Lépé, comme à Tingué, parce qu'au moins là-bas, on peut faire des baraques ou bien pour construire. Comme on dit le Grand Abidjan. Le Grand Abidjan. D'accord. Parce que vous êtes sans ignorer que même des personnes qui ont leurs parcelles ont été léguées par peut-être leurs parents et qui n'ont pas encore mis en valeur, la pression leur est faite de pouvoir mettre en valeur. Ou bien ils seront expurgés, ou bien ils seront, comment on appelle ça, on va leur arracher carrément leur terrain. Donc vous voyez que vous avez cette pression sur vous. Vous avez une parcelle de 600 mètres carrés à billetterie. Et l'État vous dit de mettre en valeur. Mais si ce n'est pas l'État, il y a des personnes qui veulent le terrain, qui longent le terrain. Et vous êtes sans ignorer aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a la falsification des documents qui font que des terrains qui vous appartiennent aujourd'hui, ou bien quelques années après, on vous dit que quelqu'un d'autre a ce terrain. Donc, c'est la conséquence qui est là. La conséquence de pouvoir se retrouver dans les périphéries d'Abidjan, dans le Grand Abidjan, la conséquence aussi de perdre son terrain, sa parcelle, son titre de propriété, la conséquence aussi des maisons anarchiques. Parce que dans les servitudes de l'État, c'est-à-dire les endroits où c'est pas normal de construire, qu'on laisse, l'État laisse, parce que soit c'est un bassin versant, comme le coin qu'on appelle, on a démoli des endroits tout récemment, qui sont dans les bas-fonds, c'est des quartiers précaires. Et ces endroits-là, ces personnes qui travaillent comme cuisiniers, comme boy, dans une villa, qui habitent normalement à Yamé, ou à Bobo, ou à Yopougon, trouvent que c'est loin parce que ses moyens ne lui permettent plus. Donc, il va commencer à construire là, et petit à petit, des quartiers précaires vont naître. Donc, c'est l'une des conséquences. Si les personnes ne peuvent pas avoir décemment un toit social dans lequel ils vont habiter leurs familles, la conséquence, ils vont créer des baraques. Et autre conséquence, la perte en vie humaine. Puisque quand il y a les glissements de terrain dans ces quartiers précaires, il y a toujours mort d'homme. Il y a des personnes qui habitent là, il y a la prolification des maladies. Puisque le quartier n'est pas décent, c'est pas assaini. Voilà d'où on s'en va. Et vous voyez aujourd'hui que le ministre Bakongo a fait beaucoup d'efforts, il a pris sur lui des responsabilités pour détruire certains endroits, pour permettre l'aération, mais aussi la réalisation de certaines infrastructures. Donc, si l'État ne prend garde, cette population fragile-là va se retrouver dans ces endroits, quartiers précaires, éboulement du terrain, mort d'hommes, et aussi la purification du banditisme, parce que c'est dans ces endroits où il n'y a pas de commodité. C'est là qu'ils vont fuir pour aller s'habiter. Donc, il est important que l'État prenne des dispositions et vraiment trouver une solution pour que ANA soit dupliqué, 3 à 4 ANA, pour pouvoir aller plus vite, afin que les Ivoiriens puissent. Et aussi, il faut rendre ça fiable, comme dans les autres pays où, dès que tu commences à travailler, ils vont venir te coopter, ils vont
Ils vont venir te parler, te proposer de pouvoir faire des épargnes, de souscrire jusqu'à 5 ans, 10 ans, tu as ta maison. Donc quand c'est comme ça, c'est plus facile dès le départ. Mais si ce n'est pas fait, donc le besoin étant immédiat, les gens vont chercher à s'abriter et donc ils vont se retrouver dans ces quartiers précaires, ils vont se retrouver dans ce qu'on ne veut pas. D'accord. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre aussi, selon ce que vous avez dit, c'est que l'Ivoirien a vraiment besoin de se loger. Il a vraiment besoin de se loger et les moyens font que souvent ils vont se retrouver dans des quartiers précaires. Cette envie d'être logé, cette envie d'avoir une propriété immobilière à soi peut emmener aussi certaines personnes à aller vers des banques pour faire demander des prêts immobiliers pour faire, on va dire, des constructions. Mais le constat aussi est que au niveau de ces banques, il y a des difficultés. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelles sont les difficultés qui font qu'aujourd'hui, ou bien quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, ces banques-là se rétractent ou soit même donnent des taux assez élevés qui empêchent ces citoyens lambda de pouvoir vraiment avoir un prêt et se faire euh, un bien immobilier? Vous savez, madame, les banques aussi sont des entreprises. C'est ça. Elles sont des entreprises qui veulent faire aussi des gains, des intérêts. Et le papier, le document, le titre de propriété qui était censé être fiable, c'est l'arrêté de concession définitive, dénommé ACD. Mais vous êtes sans ignorer que tout récemment, même dans les journaux, on a été voir, on a même entendu des personnes qui ont l'ACD et une autre personne a un autre ACD sur la même parcelle. Donc, falsification de documents où il y a des documents, Donc, du coup, la banque qui veut vous accompagner a besoin d'un document fiable, donc l'ACD. Mais s'il se trouve que l'ACD que vous me donnez, vous me garantit que vous avez un titre de propriété avec lequel vous voulez partir, dont je dois vous accompagner, et il se trouve que chez mon faisant, l'ACD n'est plus fiable, ou bien ne vous appartient plus, ou bien l'ACD est l'objet de falsification. Du coup, c'est la banque qui va perdre le manque à gagner. Parce que vous ne pouvez plus continuer votre projet parce que soit vous êtes sur le terrain de quelqu'un. Si on vous a donné 100 millions, vous avez déjà embouti 70 millions, et il se trouve que vous êtes en contentieux ou litige avec X qui a les papiers. Donc la banque, sachant tout cela, non seulement la plupart des banques se braquent à ne même pas donner de prêts, mais ceux qui le veulent, comme BACI et autres, ils prennent des dispositions pour essayer d'annuler ce risque-là en donnant un taux de remboursement qui va leur permettre plus ou moins de pouvoir rentrer dans les fonds. Ou bien prendre des hypothèques. En dehors de ce terrain, est-ce que tu en as un autre qui nous permet de garantir l'argent que vous donnez? Donc tout ça là, l'un dans l'autre, ça devient cher et voilà pourquoi la population se retrouve à ne pas être accompagnée ou ceux qui veulent vraiment y aller, il se trouve que les taux de remboursement sont élevés. D'accord, vu aussi ce constat, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Parce que on a l'impression que l'immobilier est seulement pour la classe bourgeoise. Que faut-il faire pour remédier à ce genre de situation? Y a-t-il des solutions techniques? C'est vrai que vous avez énuméré tout à l'heure des solutions administratives, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il faut faire réellement de sorte à ce que l'immobilier ne soit pas vu comme un élément de luxe? Merci beaucoup. Il faut d'abord, dans un premier temps, que l'État de Côte d'Ivoire revienne à ses fondamentaux, c'est-à-dire loger la population démunie. Ensuite, je conseillerais à la population de se regrouper parce que quand on est en groupe, on a la force. D'autres personnes le font bien, comme ceux qui sont dans des sociétés, ils se regroupent en syndic. Et donc, le syndic devient une personnalité juridique qui prend les relèves à aller pour chercher, à prospecter, pour trouver des parcelles afin d'initier un projet. Et de façon technique aussi, c'est que il y a des endroits, il y a des endroits qui sont considérés comme inhabitables. Là, c'est là que nous, en tant qu'experts, comme je le dis souvent, il n'y a jamais un terrain où on ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire. À moins que ça ne soit pas dans la servitude de l'État. Si ça n'est pas dans la servitude, l'État n'a rien prévu. Et souvent, on voit les endroits où c'est des marécages, on peut y construire.
en utilisant notre expertise pour pouvoir aider ces populations. Mais s'ils ne se regroupent pas et qu'ils sont des citoyens lambda A, lambda B, ce serait difficile qu'on réponde aux besoins des citoyens. Mais quand ils sont en groupe, soit c'est le quartier, soit c'est le syndic, ça permet, en tant qu'experts, de pouvoir répondre à leurs besoins et les aider à pouvoir construire les maisons de façon facile. Autre chose, c'est que quand vous êtes en groupe et que vous partez voir une communauté, c'est plus facile aussi parce que vous êtes aussi nombreux et vous pouvez aujourd'hui collecter des fonds pour pouvoir purger les droits coutumiers. Donc vous pouvez avoir une parcelle. Ou aussi aller vers des personnes, il y a des sociétés qui ont déjà acquis les droits coutumiers. Donc ils ont des grandes parcelles. Et donc, ces personnes-là regroupées peuvent aller et on peut faire des négociations pour leur permettre de pouvoir acquérir et de payer sur une longue période, soit 10 ans ou 15 ans, pour leur permettre de pouvoir avoir. Il y a beaucoup de solutions, mais la solution la plus, je vais dire, la plus adéquate, c'est notre État qui doit revenir à ses fondamentaux. Parce qu'en revenant à ses fondamentaux, ça va permettre à la population de se loger. D'accord. Au-delà de revenir aux fondamentaux concernant l'État, vous avez dit dans vos propos que l'État a libéralisé ce secteur. Est-ce que si la difficulté au niveau de l'État de revenir aux fondamentaux est conséquente, est-ce que l'État ne devrait pas trouver des moyens avec on va dire, ses bailleurs indépendants, de sorte à ce qu'ils fassent des logements, on va dire, accessibles à la population? Oui, effectivement, je me rappelle quand le ministre Sanogo, ministre de la Constitution, était là. En son temps, il avait réuni tous les promoteurs qui sont agréés par ce ministère et a initié les projets. Il y en a à Songo, il y en a à Bonois, il y en a à Bassam, pour leur permettre, non seulement l'État va prendre les devants, comme l'État n'a pas le moyen de construire, leur participation, c'est que l'État va mettre des parcelles à leur disposition. Donc l'État va s'engager à encourager la population, les villageois, la communauté pour purger leurs droits coutumiers et donner ces parcelles à des promoteurs agréés pour construire, afin que la population ait ses maisons en mode. Il avait initié des projets, je crois bien, à Bateau-Boaké. C'est là-bas on a fait l'inauguration. Mais chemin faisant, le ministre n'étant plus là, ces projets-là ont changé de nature. Si les autres projets, c'est pourquoi je parle de l'État de venir à ses fondamentaux. Si les autres ministres qui l'ont succédé ont continué dans cet objectif-là, on va quand même avoir, il y a ce que Anna, qui est la structure de l'État, va construire, mais puisque Anna ne peut pas loger tout le monde, même la population d'Abidjan, sans compter ceux qui sont à l'intérieur, cette initiative pourra permettre à l'État de négocier avec la population riveraine comme les Ébriers, les Atiers, qui sont dans la périphérie d'Abidjan, afin d'acquérir des parcelles et de diviser ça aux promoteurs agréés qui vont construire. Mais puisque c'est l'État qui leur donne la possibilité d'avoir les parcelles, du coup le coût de parcelle n'est plus imputable à la propriété. Donc la population aura des maisons de 10 millions, 17 millions au moins pour pouvoir y être. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, en tant qu'expert de l'immobilier, quelles sont les orientations que votre structure peut apporter ou peut donner, de sorte à ce que ces populations qui nous regardent, ces citoyens qui nous regardent, qui sont en quête de biens immobiliers, puissent réellement avoir pour rentrer en possession de ces biens? Il faut dire que nous, notre structure, en tant que bureau d'études et aussi ingénieur conseil, on accompagne. On accompagne les promoteurs, on accompagne aussi la population qui veut construire. Mais aussi, on conseille et on fait de façon pratique des études d'expertise, que ce soit sur la parcelle. Maintenant, la population, comme on l'a dit, la population veut se loger. Nous travaillons avec des promoteurs sur des projets permettant à la population de pouvoir vivre à moins de coût. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'un logement social, on appelle ça, dans notre jargon immobilier, on appelle ça des fiches d'intérêt en fiches. Si la population veut se loger, ou bien quelqu'un qui veut construire une maison pour avoir un toit à Abidjan, il y a plusieurs types de lotissements. D'abord, il y a les lotissements
qu'on appelle libéral, c'est-à-dire on fait les lotissements, on met les bornes, les terrains sont accessibles de moins coût. Maintenant, si vous voulez construire, vous voulez payer votre maison dans une promotion immobilière, il y a aussi ce qu'on appelle les semi-viabilisés, ou bien les terrains en friche. Les terrains en friche, c'est-à-dire qu'on vous cède le terrain de 300 mètres carrés et vous-même vous venez construire. Il y a quelques commodités comme l'apport de l'eau, d'eau potable et d'électricité. Si vous partez vers ces personnes et que vous négociez avec des échéances, vous pouvez déjà gagner la parcelle. Si c'est la maison aussi, donc la maison, on appelle ça des viabilisations complètes parce qu'on vous apporte de l'eau, on vous apporte le courant, on vous apporte tout et même les assainissements. Donc si c'est là-bas que vous voulez partir, alors il faut pouvoir négocier. Mais il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, sur son site, a déjà énuméré des lotissements agréés. Parce que si on y prend garde, on peut aussi payer des propriétés, que ce soit le terrain, que ce soit la maison, à un promoteur qui n'est pas agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Ou même la construction même n'est pas fichée au niveau du ministère. Donc, il y a aussi le risque qui est là. Donc, quand vous partez sur sur le site du ministère, les lotissements auxquels vous voulez appartenir ou bien vous voulez acquérir un bien sont énumérés là-bas. Et ça vous donne la confiance que le ministère est déjà informé que ça, c'est déjà validé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez aller acquérir, discuter avec eux et puis construire. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, on peut accompagner en tant que conseil. Si vous avez vous-même votre parcelle, nous, on peut venir pour vous aider à lotir en respectant ces normes jusqu'à ce que vous ayez vos documents. On peut vous permettre de pouvoir faire les lotissements, de pouvoir mettre les bornes, de vous accompagner pour avoir la validation, c'est-à-dire l'approbation de votre lotissement et aussi la documentation jusqu'au titre foncier. En tant que bureau d'études, on accompagne pour permettre à nos concitoyens de pouvoir avoir des terrains, mais aussi des maisons. Alors, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Alors, Monsieur Oussou, nous allons vous demander votre mot de fin suite à ce sujet. Vous avez longuement parlé, il y a beaucoup de choses que vous avez dit. Alors, votre mot de fin pour toutes ces populations également qui nous suivent. Merci beaucoup, madame. Alors, je dirais à toute la population d'Abidjan, même de l'intérieur du pays, de toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, acquérir un terrain n'est pas une chose facile. Même pour une maison, n'est pas une chose facile. Mais ne vous découragez pas. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui vous permettent, malgré tous ces obstacles et ces problèmes qu'on a cités, de pouvoir avoir des terrains. La première, c'est qu'il faut d'abord identifier l'expert du bureau d'études qui va vous accompagner, qui maîtrise les différentes administrations et aussi les différentes documentations et procédures, qui va vous accompagner dans l'achat de votre propriété. Autre chose, il faut aussi prendre des conseils. Si vous avez votre propriété, vous voulez réaliser à moindre coût, il faut vous faire accompagner par un conseil. Donc, il y a beaucoup de bureaux d'études, il y a beaucoup d'ingénieurs conseils qui peuvent vous accompagner. C'est vrai, c'est difficile, mais ne vous découragez pas et prenez le conseil, prenez attache avec des spécialistes qui vont vous accompagner. Mais je pense qu'avec votre permission, on aura le temps à la longue de pouvoir proposer aussi d'autres sujets vous permettant encore d'aller de façon pratique pour pouvoir acquérir des terrains et pour bâtir des maisons, des logements sociaux. Parce que ne vous méprenez pas, il y a plusieurs types de maisons. Donc quand vous voulez aller dans une promotion, vous demandez par exemple, c'est quel type de logement? Il y a d'abord le logement social, il y a le logement économique, il y a les standing, il y a les moyens standing et il y a les très hauts standing. Les maisons qu'on vend, c'est à 500 millions. Donc voilà les différents types. Donc quand vous voulez acheter une maison, cherchez à voir où sont les logements sociaux ou logements économiques en fonction de votre budget. Donc vraiment, nous sommes là, nous sommes ouverts, vous pouvez nous appeler. Au cas où vous avez besoin, nous allons vous accompagner et de ne pas décourager que tout ce qui se passe, que ce soit les difficultés, ont un temps, ils vont finir. Mais si vous avez les moyens de pouvoir construire, ne vous inquiétez pas, ne vous méprenez pas. Nous pourrons vous accompagner et vous pouvez vous adresser à ces deux corporates qui trouvera la personne ressource pour vous accompagner. C'est ce que j'ai à vous dire. Alors, merci, Monsieur Oussou Konon Charles. Je rappelle que vous êtes le directeur de Afrique Cosinus Consulting et vous exercez dans le domaine immobilier, particulièrement dans le sens du conseil
et accompagnement de tous ceux qui voudraient investir dans l'immobilier. C'est ça. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous sommes au terme de notre émission Parole d'experts et nous étions avec M. Oussou Konon Charles, notre expert du jour, directeur de Africosinus Consulting. Avec lui, nous avons échangé sur le boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro sur Excellence Afrique.